Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Alors que le conflit s'enlise et que l'aide internationale devient plus difficile à obtenir, le Canada annonce de nouvelles mesures pour aider à réunir les enfants ukrainiens déracinés et envoyés dans des familles russes. Un appui diplomatique qui est bienvenu, annoncé par la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, durant une visite surprise en Ukraine. Mais Kiev réclame aussi des armes et de l'aide militaire supplémentaire. Une des choses qu'on s'est mis d'accord en tant que G7, en tant que pays qui appuie l'Ukraine, c'est que nous allons tous démontrer un engagement sur bien des années pour offrir la stabilité et la rassurance à l'Ukraine que nous allons être là avec tout ce que ça prend pendant aussi longtemps que ça prend. Mélanie Joly, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, bonjour, ça me fait plaisir. Bon, vous êtes en Ukraine, vous avez annoncé jeudi une initiative, une coalition internationale pour aider au rapatriement des enfants déplacés de force durant la guerre. Expliquez-moi concrètement comment ça va fonctionner. C'était pas clair quand on a regardé l'annonce jeudi. Mais écoutez, vous savez qu'il y a des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été déplacés vers la Russie, qui ont été enlevés vers la Russie. Alors, ce qu'on veut faire, c'est les ramener vraiment vers leur famille, vers ceux qui les aiment. Alors, notre objectif, c'est d'aider le gouvernement ukrainien à bâtir des cas consulaires pour chacun de ces enfants-là. Et une fois qu'on va avoir fait ça, le Canada va prendre ces cas consulaires-là et va pouvoir les déployer partout à travers notre réseau diplomatique pour par la suite convaincre plusieurs pays pour que ces pays-là également parlent à la Russie pour les convaincre de ramener ces enfants-là chez eux en Ukraine. On parlait de 20 000 enfants qui ont été déplacés. À Oui, quel rythme est-ce que ces cas consulaires-là et les relations diplomatiques que ça va impliquer, à quel rythme vous pouvez ramener ces enfants-là en Ukraine d'après vous? Mais je pense que chaque enfant qu'on va pouvoir ramener est une victoire en soi, Daniel. On sait que le Vatican, le Qatar ont été capables de ramener environ 400 enfants à date. Mais on voulait faire en sorte que l'initiative soit beaucoup plus organisée, beaucoup plus large et qu'on en mette, qu'on en fasse une priorité et qu'on mette l'accent, qu'on fasse la lumière sur cette question-là. Vous savez, la situation en Ukraine, là, on entend peut-être un peu moins parler dans les médias, mais elle est encore très difficile. Au moment où on se parle, je ne sais pas si vous avez entendu tantôt, je suis au nord de l'Ukraine, présentement à environ 3 heures de Kiev et pas loin du Bélarus et de la Russie, et on entendait les sirènes parce que la situation sécuritaire est encore très complexe. Alors, on a dû se réfugier aussi tantôt parce que, justement, il y a encore des missiles qui sont envoyés sur cette partie du territoire de l'Ukraine. Justement, la guerre se poursuit. On en parle moins, mais la guerre se poursuit là-bas. Ouais. Votre homologue, jeudi, a clairement indiqué que ce dont il avait besoin, c'était encore de l'armement. Le Canada vous n'avez pas annoncé de nouvelles livraisons d'armes et certaines des promesses faites dans le passé tardent encore. Qu'est-ce qui bloque? Bon, on a jusqu'à maintenant annoncé 10 milliards d'aides pour l'Ukraine, dont 2,4 en équipement militaire. On a acheté avec les États-Unis un système de défense aérien et l'objectif, c'est que ce système-là, qui est construit présentement aux États-Unis, puisse être livré. On sait qu'il y a eu des délais à travers l'industrie militaire et qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à contribution pour faire en sorte que l'équipement puisse être livré à l'Ukraine. Mais à travers les alliés, on se rend compte qu'on doit déployer plus de ressources puis que les choses doivent aller plus rapidement. Je vous déplace. Conflit au Proche-Orient, évidemment, on en parle beaucoup depuis quelques mois. Les États-Unis ont frappé des cibles la semaine dernière en Syrie, en Irak, en riposte à des attaques contre les soldats américains en Jordanie. Quels sont les risques d'escalade? À quel point est-ce que vous craignez les risques d'escalade dans cette région? Bien, je suis très préoccupée parce que les risques sont réels. Il faut absolument endiguer la situation, faire en sorte qu'on limite le conflit au maximum. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut absolument une entente de libération des otages. Et c'est la seule façon qu'on va pouvoir éventuellement en arriver à une trêve humanitaire qui va mener vers un cessez-le-feu durable. Il faut que les otages soient libérés, que l'aide puisse être acheminée à Gaza et éventuellement, il faut aussi que le Hamas dépose ses armes. Et une fois qu'on a cette première
phase-là, cette première étape-là, on peut aussi lancer la conversation qui est absolument nécessaire sur le fait qu'on ait un processus irréversible de solution à deux États. Parce que l'État palestinien doit être éventuellement reconnu et les Israéliens et les Palestiniens doivent être en mesure de vivre un à côté de l'autre, en paix et en sécurité. C'est la position historique du Canada, mais il faut y arriver parce que sinon, on ne sera pas capable de gérer les risques de sécurité dans la région. Bon, libération d'otages, la dernière fois qu'on a réussi à y arriver, il y a eu une trêve, il y a eu des échanges de prisonniers Oui. entre Israël et l'État palestinien. Benjamin Netanyahou ne semble pas particulièrement ouvert à relancer pareil processus. Est-ce que ça ne bloque pas un peu l'idée de faire avancer les négociations? Mais c'est sûr que c'est un problème. Il va falloir avoir une... Le Hamas ne peut pas faire partie de, éventuellement, les négociations pour une solution à deux États. C'est une organisation terroriste. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une nouvelle autorité palestinienne modernisée. Nous devons avoir aussi un gouvernement à Jérusalem qui est capable d'accepter qu'en effet, la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien est la meilleure chose à faire. Et donc, bien entendu, le gouvernement du Canada était très critique des propos de M. Netanyahou, mais c'est notre position historique de se croire dans une solution à deux États. Alors, je vais y mettre énormément d'énergie parce que nous devons continuer à mettre l'accent sur cette question. Ce que l'on entend des États-Unis et la position que semble vouloir faire avancer M. Blinken sur la reconnaissance de l'État palestinien, est-ce que ça change la dynamique de ce côté-là? Bien, présentement, je pense qu'on doit pousser les choses dans la bonne direction. Alors, au sein du G7, certainement, on a des conversations pour savoir comment on peut éventuellement en arriver à pousser davantage la solution à deux États. Vous savez, il n'y aura plus jamais une situation comme ce qui prévaudait avant le 7 octobre. Le 7 octobre, tout a changé. Et donc, ça a été une situation extrêmement difficile pour les Israéliens. Et puis, en même temps, bien, la situation catastrophique dans laquelle les Palestiniens à Gaza vivent présentement est intenable. Alors, c'est pour ça qu'on doit en arriver à une solution qui va commencer au départ par une entente sur la libération des otages et éventuellement, certainement, des conversations diplomatiques pour en arriver à un changement géopolitique dans la région. Et le Canada, nous, on sera à la table au moment des négociations. Les États-Unis ont annoncé la mise en place de sanctions contre des Israéliens installés dans les colonies en Cisjordanie, comme la réimposition de visas, par exemple. Vous avez dit, le Canada a dit qu'on pourrait emboîter le pas. À quelle mesure vous pensez et quand pourriez-vous appliquer quelque chose? On va imposer des sanctions contre les colons extrémistes qui déstabilisent la Cisjordanie. Ça sera le cas. On va également imposer des sanctions sur des membres du Hamas. Ça sera le cas et j'aurai l'occasion de faire des annonces dans les prochaines semaines. Un mot rapidement sur l'envoi d'armes. On a beaucoup parlé de permis d'exportation d'armes vers Israël cette semaine. Le Canada dit on n'a pas envoyé d'armes létales en Israël depuis le 7 octobre. Est-ce que vous avez bloqué des permis d'exportation pour des demandes du genre? On n'a jamais envoyé d'armement à Israël en 30 ans. Donc, on n'a pas changé notre politique là-dessus. Par contre, ce qu'on a envoyé, c'est de l'équipement un peu comme des lunettes de protection ou encore de l'équipement de protection. Et c'est ce qu'on va continuer à faire lorsque vient la question de notre collaboration avec Israël. Mélanie Joly, en Ukraine, merci infiniment. Soyez prudente. Merci, ça me fait plaisir.